Nous sommes le 26 juin 2024. Je pèse mes mots. Le climat actuel est pesant. L'été est là, il fait lourd au point qu'on pourrait s'enfiler des kilogrammes de glace pour se rafraîchir, quitte à prendre en masse. Aujourd'hui, on est là pour parler de tout ça, de tout ce qui massivement nous pèse. Mais de manière la plus légère et vivante possible. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 511 sur la thématique du kilogramme. Bienvenue! Et en cet épisode, nous avons en tour de table, nous avons Pascal pour une chronique de 0 octet. Salut Pascal. Salut tout le monde. Salut. On a aussi Topo pour une chronique sur la biomasse, c'est ça, un truc comme ça? Exactement, que je n'ai pas écrit tout seul. Bonjour. Puisque tu l'as écrit aussi avec Joanne. Salut Joanne. Salut. On a aussi moi-même, Cléora, qui va parler un peu entre gros cerveau et puis obésité. Et aussi, on a aussi une petite chronique enregistrée d'Irène. Bonsoir. Comme le thème de notre émission ce soir, c'est la masse, eh bien, il fallait bien que quelqu'un vous parle un petit peu du kilogramme. Et le kilogramme, c'est grave. Voyons voir. Alors, avant tout, rappelons-nous que le kilogramme est une unité de masse et non de poids. C'est une propriété invariante pour caractériser un objet, alors que le poids est la force produite par cet objet soumis à une accélération, comme la gravité sur Terre, par exemple. Pendant longtemps d'ailleurs, seule la valeur du poids était importante, tant que la notion de gravité n'existait pas. Mais le besoin d'unité des masses s'est très vite imposé, et nous allons voir tout cela ce soir. Mais commençons quand même par une digression. Valoir son pesant d'or. Cette expression est bien connue et explicite parfaitement bien la relation entre poids et argent. Car très vite, dans les sociétés humaines, le besoin des talons de poids s'est fait ressentir, surtout pour le commerce, et les pièces de monnaie dès l'Antiquité avaient une valeur définie selon leur poids, et donc leurs matériaux, or, bronze, argent, etc. Et pourtant, cette expression est erronée. En voici l'histoire. Lorsque, en 313, Constantin prend le pouvoir de l'Empire romain, il veut restaurer confiance dans la monnaie en cours, le solidus. Et il y parvient assez bien, il arrive à en faire un étalon monétaire qui sera utilisé jusqu'en Gaule, d'où sa racine sol qui deviendra le sou chez nous au XIXe siècle. Les solidi étaient fabriqués dans l'ancienne Byzance, et c'est pour ça que les Occidentaux les nommeront les besants, ce qui signifie venu de Byzance. Valoir son pesant d'or est aujourd'hui devenu pesant d'or. Mais revenons au kilo. Je vous disais donc que dans les civilisations humaines, on trouve toujours un parallèle entre poids et monnaie, car le poids règle souvent la taille de la monnaie. De là d'ailleurs l'ambiguïté qu'il y a dans les termes livre et pound, qui désignent tour à tour une monnaie ou un poids chez nos amis anglais. D'ailleurs, pourquoi la livre en anglais s'écrit-elle LB ? Eh bien, l'origine de ce L et de ce B se trouve dans le mot latin libra, qui désignait une unité de masse utilisée dans l'Empire romain. Mais revenons un tout petit peu plus près de chez nous. Après l'effondrement de leur système de pesée qui utilisait la balance romaine, que l'on pouvait voir encore il n'y a pas si longtemps sur nos marchés, l'émission de monnaie métallique est redevenue un privilège chez les rois au temps des Mérovingiens. Et puis, les rois de France successifs ont bien essayé de faire un système général pour qu'il n'y ait qu'un poids et qu'une mesure dans tout royaume. Par exemple, la première réforme fut instituée sous Charlemagne en 793. Le système adopté consistait en des poids en bronze portant la légende Caroli Pondus, soit poids de Charlemagne, que l'on peut traduire par livre carolingien, car Pondus donna bien le mot pound. Cependant, cette masse variait en fonction des titrages et des alliages métalliques. On comprend donc toujours bien le besoin des talons. Et donc, avant le milieu du XVIIIe siècle, les unités de poids variaient énormément,
avec tous les problèmes économiques que cela pouvait poser et les problèmes de communication entre les scientifiques qui n'habitaient pas dans le même village. Citons pour le fun le poids de marque, la livre de Paris, le poids de table, le grain qui était le plus petit poids de la médecine, qui correspond au poids d'un grain d'orge, entre guillemets, bien nourri et qui n'est pas trop sec, fermez les guillemets. L'obol, le scrupule, etc. Donc pour n'en citer que quelques-uns. Enfin, une commission royale instituée sous Louis XVI fut chargée de créer une unité de masse qui porterait le nom de grave. Et ce fut la voie du succès. Une réforme fut mise en pratique par Condorcet en 1790. D'ailleurs, rappelons que c'est vers 1790 que fut défini le mètre d'après la longueur du méridien de la Terre, et cela n'est pas anodin. Je voulais dire par là que c'est un détail important. Parce qu'il était logique d'accoler à la notion de longueur la notion de volume et la définition du litre. Donc, 1 décimètre cube, c'était le litre. Et enfin, le kilogramme serait la masse d'1 litre d'eau et serait donc originellement appelé le grave. D'où le titre de ce dossier. Plus précisément, le grave ou kilogramme équivaudrait à la masse d'1 litre d'eau à la température de congélation. Et c'est le très très génial Antoine Lavoisier, avec son acolyte, l'abbé René Juste. Ah oui, je sais pas trop comment ça se dit, franchement, ça s'écrit Hauy, avec un tréma sur le U, qui s'y colle. Je vous enjoins lourdement, avec des tonnes de kilogrammes, de relire la biographie de Lavoisier pour réaliser, si besoin, à quel point l'homme valait son gros besoin d'or. Lavoisier et Hauy furent chargés de déterminer la masse du décimètre cube d'eau distillée à la température de la glace fondante. La complexité de cette mesure peut nous échapper si l'on ne réalise pas que, par exemple, les deux scientifiques n'utilisaient pas tous les deux le degré Celsius. Hauy utilisait alors l'échelle de Réaumur. Que la précision de mesure des températures ne devait pas être bien meilleure qu'1 degré Celsius, que la précision de la mesure des volumes n'était pas excellente et que c'était bien compliqué de fabriquer des récipients avec des volumes aussi précis, que la pureté de l'eau était toute relative, ils utilisaient même parfois de l'eau de rivière filtrée. Mais bon, après maints désaccords et moult corrections, le résultat final fut que 1 kg d'eau à la température de fonte de la glace, donc ce poids était de 18 818,25 grains. Je voudrais ouvrir une autre digression, parce qu'il faut certes rendre hommage au très génial Lavoisier, mais on oublie trop et très souvent que ce cher, mais pas lourd, Antoine a été particulièrement aidé par sa légère femme Marie-Anne Pierrette Pauls. Je dis légère parce qu'apparemment il y a eu des histoires d'adultère. Mais bon, j'y étais pas. Donc, on passe. Lavoisier fut chargé sous la Révolution de réformer le système de perception des impôts. Mais pendant la Terreur, à cause de la dévaluation des assignats, il fut accusé de favoriser les émigrés et fut tout bonnement décapité. Mais c'est bien son épouse, notre chère Marie-Anne, qui s'est chargée ensuite de rassembler et de conserver tous les écrits et tous les instruments de son Antoine. C'était en fait une excellente collaboratrice, et ses dessins et croquis très précis nous donnent à voir ses qualités de vulgarisatrice des sciences. Fin de l'aparté. En avril 1795, voici la définition du gramme. C'est égal au poids absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, entre guillemets 0,01 mètre cube, entre parenthèses je voulais dire, et à la température de la glace fondante. Et c'est en même temps qu'apparaît la notion de kilogramme, multiple du gramme. L'étalon fut alors fabriqué malgré une mesure difficile de la densité de l'eau réalisée auparavant par aussi Lavoisier et Hauy. D'autant que les scientifiques se sont bien vite aperçus que la masse de l'eau dépendait de sa température. Bien sûr, nous, on sait tous que si on congèle 1 litre d'eau liquide, notre bouteille elle risque d'exploser parce que le volume de glace est plus important et diminue avec la température. Ce qui veut dire que la masse volumique de l'eau diminue avec la température. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cela n'est pas vrai entre 0
et 4 degrés. Mais bref, je ferme cette digression tout de suite, et donc, le gramme est originellement défini en 1795 comme la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés, faisant du kilogramme l'égal de la masse d'un litre d'eau pure. Aujourd'hui, on sait que c'est pas exactement 4 degrés, c'est 3,98 degrés Celsius. Mais bon, passons. C'est un siècle plus tard, en 1875, qu'un organisme intergouvernemental scientifique et permanent est créé, le Bureau international des poids et mesures, le BIPM. Celui-ci a entre autres construit une trentaine d'étalons du mètre et du kilogramme. Et après 1960, il est important de signaler que jusqu'en 2019, le kilogramme serait la seule unité du système international encore définie en fonction d'un seul objet manufacturé. Ce fut un travail complexe, principalement pour 3 raisons. En 1899, il a été défini comme un cylindre en iridium conservé au pavillon de Breteuil, donc au BIPM. Conservé dans une chambre forte à triple serrure dans la banlieue de Paris, ce cylindre était officiellement appelé prototype international du kilogramme, l'IPK. On lui avait même donné un petit surnom, le Grand K. Le métal choisi fut en fait un alliage de platine et d'iridium, qui sont des métaux extrêmement résistants à la chaleur et à l'usure. Mais on ne les avait jamais manipulés en si grande quantité. Et il en fallait on exigeait une pureté et une homogénéité inégalées à cette époque. Donc pour que le prototype du kilogramme conserve une masse constante, il fallait qu'il ne perde ni ne gagne de la matière. Il aurait pu perdre de la matière par évaporation, mais l'alliage platinum-iridium sont des métaux qui ne s'évaporent pratiquement pas à température ordinaire. Il aurait pu également en perdre par usure, mais on ne le manipule que rarement, environ une fois par 50 ans. Et il ne peut pas gagner de matière par oxydation parce qu'il est inoxydable. Ceci étant dit, malgré les précautions prises, il recueille des poussières et peut-être des condensations de vapeur qui s'enlèvent par un nettoyage très délicat. Il ne sert donc qu'à la mesure de la masse de ces 4 témoins qui sont construits d'une façon aussi identique qu'il a été possible et des étalons de travail du Bureau international. Pour info, d'ailleurs, la masse moyenne de l'ensemble des prototypes et du prototype international, cette masse a vraisemblablement divergé de plus de 5 microgrammes depuis la dernière et 3e vérification en 1989. De plus, il fallait imaginer des méthodes de comparaison entre ces étalons et des méthodes pour déterminer les étalons des multiples et des sous-multiples. Et donc, pour garantir l'exactitude des mesures de masse et de poids, toutes les masses étalons utilisées dans toutes les mesures devaient en théorie être directement et précisément comparées à l'IPK. C'était bien sûr impossible. Donc, en pratique, de nombreux pays conservaient un ou plusieurs étalons primaires de 1 kg, et ce sont ces masses dont les valeurs sont périodiquement ajustées ou recalibrées par rapport à l'IPK. Et puis ces étalons nationaux primaires sont ensuite utilisés pour étalonner des étalons de travail nationaux qui servent à étalonner d'autres étalons encore et encore. De cette manière, l'étalon du kilogramme a finalement été disséminé à travers les pays dans une chaîne de comparaison soigneusement enregistrée et qui remonte donc jusqu'à l'IPK. Mais une autre difficulté réside dans le fait que ce système de comparaison des masses n'est pas facilement extensible d'une grande à une petite échelle. Plus l'échelle est petite, plus l'incertitude de mesure est grande, car une très longue séquence de comparaison est nécessaire pour passer d'un étalon de 1 kg à de petits étalons de masse métallique de l'ordre de milligrammes. Et chaque comparaison introduit donc une incertitude supplémentaire. On comprend bien donc que cette incertitude n'est pas satisfaisante de nos jours pour les besoins toujours plus exigeants de la science. Cette science de la mesure, qui s'appelle la métrologie, exige en effet des mesures précises de l'ordre même du nanogramme, c'est-à-dire de 10 puissance moins 9 grammes, voire même plus petit que ça. On se retrouve donc à peu près avec la même problématique qu'au XVIIIe siècle. Mais les problèmes ont été résolus en 2018, lorsqu'un groupe de 60 nations
a voté en faveur d'une redéfinition du kilogramme en fonction d'un invariant de la nature. Ainsi, depuis 2019, le kilogramme a été défini en fonction d'une constante fondamentale qui permet de caractériser les photons, la constante de Planck. Mais pour ça, il a fallu mettre au point une balance bien particulière. Et je voulais vous en parler très brièvement. C'est la balance de Kibble. C'est un instrument de mesure qui comporte 2 bobines de fil dans lesquelles on fait passer un courant fixe. Et la force entre les bobines est utilisée pour mesurer le poids d'une masse test d'1 kilogramme. Ce système contrôle le courant dans la bobine pour tirer la bobine à travers un champ magnétique à une vitesse constante V. Et la masse de l'objet est donc définie en termes de courant et de tension et est reliée à la valeur de la constante de Planck. Alors honnêtement, c'est une question d'unité, les calculs me dépassent. Je ne comprends pas forcément ce lien entre la constante de Planck et la mesure du courant, mais c'est pas grave. Alors en plus de ça, pour continuer les mesures, il faut un gravimètre pour mesurer l'accélération de la Terre, G, et puis une horloge atomique pour mesurer les vitesses. Voilà. Je vais certainement pas rentrer dans les détails, d'ailleurs je serais bien incapable. D'abord, c'est du lourd, mais il fallait bien tout cela pour notre précieux kilogramme pour qu'il retrouve son pesant d'or. En conclusion, définir l'étalon kilo, ça n'aura pas été bien facile. C'est un peu sec et court comme conclusion, mais pas besoin de m'appesantir plus que cela, car je risque de rendre mon propos un peu trop pesant. Merci Irène pour cette super chronique, dis donc. Sur toute la métrologie, les talons, les kilogrammes. Et moi, je vais parler aussi un peu de flotte, puisqu'on va parler de cerveau. C'est un peu la même chose, on est d'accord? Cerveau, c'est de la flotte. Il y a pas mal de flotte, en effet, dans le cerveau. Et je vais commencer juste par des petites questions à vous poser, juste pour un peu d'interaction et faire joujou. Ça vous dit? Ouais. Allez. Hey. Quel est le plus gros cerveau chez l'animal? Normalement, c'est une question facile pour Topo, mais je sais pas. La baleine, l'éléphant, Moi, je dirais le dauphin. Ok. Alors... Pascal, ou l'éléphant. Elle est chante. L'hippopotame. Je sais pas pourquoi. Okay. La baleine bleue a 6,92 kg. Et sinon, a priori, le cachalot est à 9 kg, le cerveau du cachalot. Le cachalot, c'est plus, c'est ça que t'as dit. Ouais. Ah, ok. C'est le plus gros cerveau dans le règne animal, a priori. Et chez l'être humain, alors, disons, c'est un être humain moyen de 70 kg. Idrissa Berkane. Ah non, pardon. Dans la chatroom, on propose Donald Trump, j'ai les doutes. Ouais. Chez l'être humain, d'un moyen de 70 kg. Combien peserait son cerveau, à peu près? 3 kilos 3 kilos? Ouais, moi je tente. 1 kilo. Ouais, moi je dirais 1,5 kg max. Ouais, c'est ça, c'est l'ordre d'idée, c'est 1 kg 4 à peu près. C'est autour de ça. Par un être humain de 70 kg. 3 kilos, et ça fait beaucoup, déjà aussi. Ouais. Non, mais c'est Pascal, tu vois. Ok. Il parle du sien de cerveau, donc c'est sûr. Ah, c'est oui. la même hauteur. En tout cas, peu importe le poids, peu importe la taille, la masse ou le volume, hein, qu'on soit bien d'accord, je veux dire un truc basique, hein, mais peu importe la taille du cerveau ou quoi que ce soit, ça veut pas dire qu'il y a une bonne intelligence derrière. Hein. Ok? Ça, c'est un truc basique, voilà. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à autre chose, ok? Encore faudrait-il aussi définir ce que c'est l'intelligence. Hein. Mais ça, promis, ce sera pour un futur dossier, un de ces jours, si j'ai le temps. Ok? Donc, chez l'être humain, le cerveau pèse environ 1,4 kg. C'est 2% du corps. Au niveau de la densité, en revanche, donc, en vrai, pour vulgariser, le cerveau, c'est beaucoup de flotte avec des neurones et des cellules gliales qui essaient de se tenir entre eux pour pas partir à la dérive dans la flotte, en gros. Et bien que le cerveau ne représente que 2% de la masse totale, il est pourtant l'organe qui pompe le plus d'énergie, au moins 20% de toute l'énergie. Donc, 2% du corps consomme 20% de l'énergie produite. Pour les curieux et curieuses des sciences, jusque-là, normalement, je vous apprends pas grand-chose jusque-là. Cette disproportion a été fortement étudiée, notamment sous le prisme de l'évolution. Le cerveau s'est totalement développé, des mammifères jusqu'à l'humain, et c'est quelque chose que les anthropologues et biologistes y allaient de leur petite théorie évolutionniste là-dessus pour savoir où le corps humain trouvait toute cette énergie à fournir pour ce vorace cerveau, si vite hypertrophié au cours de l'évolution. Si le cerveau pompe l'énergie, ça veut dire que l'énergie a été prise quelque part, à la place de quelqu'un d'autre, d'un autre organisme, d'un autre organe, d'un autre système. Et en retour, les capacités cérébrales développées ont permis de s'adapter pour combler ce manque d'énergie, ce système où on pique l'énergie. Une sorte de troc.
comme l'écrit l'anthropologue Anna Navarrete. C'est ce que les scientifiques appellent la théorie des tissus coûteux. Voilà, je vous la balance ça comme ça. Bonjour. Jusqu'alors, il était admis en fait que l'énergie pompée par le cerveau au cours de l'évolution est à l'origine de l'énergie allouée au système digestif. Autrement dit, qu'au cours de l'évolution, l'humain a réduit ses capacités digestives pour allouer plus d'énergie au cerveau de plus en plus gros. Donc je cite Anna Navarrete, que l'expansion du cerveau se soit faite aux dépens de celle du tube digestif. Sauf qu'on a du mal à réellement montrer significativement cette théorie. Anna Navarrete, justement, l'anthropologue que j'ai cité, propose même que ce soit davantage plutôt les tissus adipeux, plutôt que le système digestif. C'est-à-dire que, pour reprendre sa phrase, l'expansion du cerveau se soit faite aux dépens de celle des tissus adipeux. Les tissus adipeux, donc, ce sont tous les stocks de graisse. En gros. Pour pas faire de jeu de mots. Elle a son étude de dissection à l'appui et ajoute ici et là des arguments comme le suivant. Donc, je la cite. Si le tissu adipeux est bon marché sur le plan métabolique, il peut malgré tout avoir un coût parce qu'il accroît le poids du corps. De fait, cette entrave à la locomotion peut aggraver le risque de prédation et ses conséquences fatales. Au cours de l'évolution, selon ces théories d'anthropologues et biologistes, les capacités cérébrales développées seraient donc liées au système digestif et ou le système de stockage des graisses. Et même pas n'importe quel lien en fait entre les deux. C'est un lien inverse, on appelle ça une corrélation négative, où l'un se développe aux dépens de l'autre. Tout ça, c'était au niveau physiologique. On a aussi quelques petits trucs au niveau comportemental, telle une contrepartie, un troc, encore une fois pour la citer. Les capacités cérébrales permettent de s'adapter et d'incarner des habitudes pour contrer ce déficit d'énergie au niveau digestif, ou les tissus adipeux, etc. Peu importe la théorie. Par exemple, on fait cuire nos aliments, ce qui facilite la digestion et demande moins d'énergie au système digestif, et donc plus à allouer de cette énergie au cerveau. Et il y a plein d'autres facteurs de ce genre favorisant un mode de vie plus tranquille, à la cool, comme la sédentarisation, le fait de faire des réserves, améliorer la qualité de l'alimentation, le partage des tâches pour ne pas s'épuiser à tout faire, etc., etc. Bon. Tout ce que j'ai évoqué là est tiré d'une étude de sa littérature de 2011-2012. Il doit forcément avoir des études plus récentes là-dessus, c'est sûr. Là, c'était juste pour illustrer, en fait, ma petite chronique, pour amorcer un axe de 3 grands centres liés ensemble. Un axe entre le cerveau, système digestif et les tissus adipeux. Donc cerveau, système digestif, tissu adipeux. Tous ces 3 systèmes-là, c'est ce que j'ai appelé en fait une sorte de système énergétique. Le système énergétique du corps se résumerait principalement par ces 3 gros points-là: cerveau, système digestif, tissu adipeux. J'en parle parce qu'après on va parler d'obésité et c'est un peu en lien avec ces 3-là. Si la relation entre ces 3 points déconne, ça se traduit notamment par des systèmes hormonaux chamboulés, voire même les réseaux neuronaux du plaisir et de la récompense qui sont chamboulés, en fait. Tout ce qu'on appelle les circuits de la récompense. Résultat, les tissus adipeux sont de plus en plus nombreux. On accumule les graisses. Encore et toujours, sans que ce ne soit plus régulé. Et ça, ce dérèglement, donc, ça a un nom qu'on connaît bien. On appelle ça l'obésité. J'y viens, du coup. On est sur un épisode kilogramme, alors parlons graisse. Je vais vous poser une nouvelle petite question dans l'équipe. Reprenons un petit jeu. Disons pour un être humain moyen de 70 kg, au niveau cellulaire, quelle est la masse des tissus adipeux ? Non, je saurais pas dire. Moi, je dirais 20%, mais c'est vraiment dos mouillé. Ok, bah tu tombes pile poil. Tu déconnes. On dit à peu près que c'est 20% du poids d'un être humain. Donc pour un être humain de 70 kg, c'est à peu près 14 kg de tissu adipeux. Pour un être humain moyen, en bonne santé. J'ai commencé à jouer au loto, là. Ouais, pas mal, pas mal. Donc, pour être bien comme il faut dans les normes, donc, environ 14 kg de tissu adipeux. Peu. Si c'est hors des normes, c'est rapidement classé en tant que pathologie et en tant que maladie, donc. Pas juste pour faire des cases et dire que machin est trop différent, mais surtout parce que ça peut impacter la santé de la personne. Donc, ça en devient une maladie. Si c'est hors norme, dans le trop de stock de graisse, on appelle ça l'obésité. L'obésité, donc, est une maladie. C'est peut-être bête de le rappeler, mais il faut le rappeler. Une maladie qui augmente considérablement la mortalité, avec des risques cardiovasculaires, hypertension et AVC notamment. Et ça ne concerne pas que quelques personnes isolées. Loin de là, parce que les cas ne font qu'augmenter.
Aujourd'hui, c'est 17% de la population. En France, donc 17% de la population, ça représente 8 millions de personnes. 17% aussi, c'est ce qu'on prédit pour 2030 pour la population mondiale. Donc au moins 1,5 milliard de personnes. En Belgique, c'est aussi autour de ces proportions-là, autour de 17-16%. En Suisse, c'est un peu moins, 12%. Au Canada, c'est 25%. Et aux USA, aux États-Unis, c'est près de 40%. L'obésité pèse donc lourd dans les statistiques, quel que soit le pays, quelle que soit la tranche d'âge. Mais pas quelle que soit sa situation socio-économique. Les plus pauvres sont surreprésentés dans l'obésité. Autrement dit, plus on est pauvre, en n'ayant ni la capacité de s'acheter des aliments de qualité, ni la possibilité de prendre du temps pour soi, car trop épuisé H24 au travail, plus on est à risque d'être obèse. L'origine sociale est en effet un énorme facteur de l'obésité. Un enfant de classe populaire a 4 fois plus de risques d'être atteint d'obésité. 4 fois plus. Ici, la situation socio-économique est donc une variable à prendre en compte, mais elle n'est pas la seule. Comme toujours en sciences humaines, il y a de multiples facteurs pour expliquer un phénomène. Car si on ignore ce gros facteur socio-économique, en fait, celui qui cause l'obésité, et ben en fait, on montre en fait que l'obésité augmente toujours, même si on élimine ce facteur socio-économique. En fait, la plus grosse, on va virer le mot gros, on va dire la plus grande cause d'obésité, est clairement l'alimentation. Si les plus pauvres explosent les statistiques en obésité, c'est surtout parce qu'ils n'arrivent pas à s'acheter de quoi manger, et donc se suffisent à de la nourriture industrielle bon marché. Et plus particulièrement, la grande cause de l'explosion de l'obésité est tout le système agroalimentaire industriel qui utilise notamment le sirop de glucose fructose. Ce truc permet de sucrer, ou juste de maintenir une texture à un aliment. On le retrouve dans nos plus célèbres sodas jusqu'aux charcuteries, en passant par les yaourts et crèmes dessert. Le problème avec ce sirop de glucose fructose, c'est qu'il est riche en molécules énergétiques, qui partent tout droit vers le stockage dans nos tissus adipeux, pour faire du gras donc. Ce truc-là, le sirop de glucose fructose, est notamment un grand responsable de l'explosion de l'obésité aux États-Unis, mais pas seulement, et un peu partout dans tous les pays développés et industrialisés. Donc avec ce genre de boissons et nourriture très accessible. En conséquence de cette malbouffe, on pourrait dire, produite par les industriels, une énorme partie de la population souffre donc d'obésité. C'est vraiment une conséquence. Des milliards de corps chamboulés juste pour le profit en utilisant des substances les plus économiques possibles et bon marché. Je rappelle, l'obésité est un déséquilibre homéostasique de l'axe cerveau, système digestif, tissu adipeux, notamment régulé de manière hormonale. Les conséquences se visualisent très vite donc par un dérèglement hormonal. Tout est chamboulé dans le corps. Quand on parle de dérèglement hormonal, on pense souvent à la ménopause, qui est d'ailleurs un facteur aussi de l'obésité, mais c'est loin d'être le seul. Ça peut aussi aller du basique stress chronique par une augmentation du cortisol ou toute autre dysfonction des glandes endocrines qui sécrètent des hormones, comme la thyroïde avec l'hypothyroïdie. Les hormones semblent donc être au centre du dérèglement. Et d'ailleurs, l'un des traitements est de justement prendre une molécule imitant le glucagon, une hormone intestinale. Et ça, bien sûr, avec une alimentation adaptée. Et ça ne veut pas dire manger moins avec un régime strict, qu'on dit une alimentation adaptée, mais juste manger mieux et diversifier et arrêter les produits où il y a trop ce fameux sirop de glucose fructose à volonté. En bref, avoir une certaine hygiène de vie adaptée à son corps, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que avoir une certaine hygiène de vie, c'est pas le luxe de tout le monde. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps de prendre soin de soi, car déjà épuisées du boulot qui leur prennent toute la journée en fait. Les rythmes de vie sont souvent d'ailleurs source d'un dérèglement hormonal, voire d'un dérèglement émotionnel vers la dépression, comme on l'a évoqué dans l'épisode 477 de Podcast Science avec moi-même sur la dépression saisonnière. Par exemple, un simple éclairage artificiel qui perturbe le sommeil pourrait provoquer l'obésité. Cette hygiène de vie à prendre en compte va donc du sommeil au rythme de vie et au choix de l'alimentation. Tout ça, c'était pour les conséquences hormonales au quotidien, mais il y a aussi des conséquences cérébrales. Si on reprend ce fameux sirop de glucose fructose, là, ce genre de sucre, il y a un goût de reviens-y en fait.
quelque chose de presque addictif, et sans avoir d'hormones de satiété. Comme l'alcool, qui est un des plus puissants addictifs au monde, et qui est aussi un autre grand facteur de l'obésité. Tout ça, boire de l'alcool, manger des aliments de plaisir sucrés, ou même l'hyperphagie, en mangeant trop, sur le moment, ce sont des comportements provoquant une sécrétion de dopamine. Et la dopamine, c'est un peu comme une hormone, mais au niveau des neurones, au niveau des réseaux neuronaux, du plaisir et des circuits de la récompense. L'obésité, c'est ça aussi, un dérèglement dans les circuits neuronaux de la récompense. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu du cerveau, parce que j'en ai parlé au début, avec quel est l'animal qui a le plus gros cerveau, etc. J'aimerais maintenant qu'on retombe un peu sur nos pattes, justement. Je vous ai partagé l'idée qu'au cours de l'évolution, le cerveau de l'être humain se soit développé aux dépens du système digestif et ou des tissus adipeux. Du coup, dans cette même logique, ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a trop de tissus adipeux, trop de graisse stockée donc, est-ce que le cerveau et son fonctionnement en pâtissent ? Eh bien, si j'en crois la méta-analyse qu'a réalisée Justine Daou pour son mémoire en 2022 à l'Université Laval à Québec, la réponse est oui. Il y aurait littéralement un lien entre l'obésité et une atrophie de matière grise et de matière blanche. En gros, je redis gros, plus tu as de tissus adipeux, moins tu as de neurones et de connexions entre les neurones. Ok ? Et là, je vais dire une phrase de vulgarisation qui me choque, mais je suis obligé de la dire parce qu'au moins elle marque. Plus t'es gros, plus t'as un petit cerveau. Plus t'es gros, moins t'as de cerveau. Encore une fois, ce n'est pas le fait qu'il soit plus petit qui soit dérangeant. C'est cette idée qu'il soit potentiellement plus atrophié par rapport à avant d'être atteint de la maladie. Il y a une perte, une dégradation, une atrophie. Ça pourrait être un argument de plus en plus pour que l'obésité soit prise en compte comme un handicap. Plus t'es gros, moins t'as de cerveau. J'ai gardé aussi cette phrase aussi parce que ça pose une autre question. Est-ce qu'être gros veut forcément dire être obèse ? Eh ben, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est clair. La réponse est oui. Si je suis trop gros, c'est que je suis obèse. Point. Tout se base sur un seul critère, sur une seule chose. L'indice de masse corporelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. L'indice de masse corporelle, ça se calcule facilement. On prend notre masse, puis on le divise par notre taille au carré. Donc si je prends un exemple, proche du mien mais résumé, hein. Donc si je fais 50 kg pour 1m60, je fais 50 divisé par 1,60 au carré, et ça donne quasiment 20 kg par mètre carré, pour faire simple. 20, ça va, je suis dans la moyenne. Par contre, si je dépasse 30 kg par mètre carré, je suis dans la catégorie obésité. Dit autrement, pour moi 1m60, ça voudrait dire dépasser les 76 kg. Mais peu importe. Personnellement, je trouve ça bizarre qu'une maladie avec de multiples facteurs, possibles de la génétique aux origines sociales, que le tout soit résumé par ce seul critère pour décrire l'obésité. Après, il y a quand même 3 sous-classifications d'obésité, d'une légère à sévère et très sévère, avec cet indice de masse corporelle. Pour vous faire sentir un peu l'absurdité du critère, prenons un exemple. Teddy Riner. Vous voyez qui c'est dans l'équipe, Teddy Riner ? On est bientôt les JO. Oui. Ouais. Riner. T'as dit Riner, c'est bien. C'est un beau bébé, comme on dit C'est dans un le beau milieu bébé. du sport. Tout à fait. David Douillet, c'était quand même un peu plus... Bon, Ouais. bref. Teddy Riner, c'est un beau bébé. Ouais. Il fait 2m04 pour 150 kilos. Environ, parce que des fois, il fait des pertes de poids, etc., comme tous les sportifs. Bref, on va prendre 150 kg. Si on calcule son indice de masse corporelle, on est à 36 kg par mètre carré. On dépasse donc la barre des 30. Et donc Teddy Riner, notre beau bébé, serait obèse. S'il fallait qu'il ne soit pas dans la catégorie obésité, il faudrait qu'il perde plus de 25 kg. L'indice de masse corporelle, donc, je trouve ça plutôt simpliste comme critère, n'est-ce pas ? Ça ne différencie même pas en plus les masses des muscles de celles des graisses, et ça n'enlève même pas la masse squelettique. Pour l'obésité, sachez que d'autres manières de mesurer plus fiables existent, comme mesurer le périmètre abdominal, qui est plutôt bien à combiner avec d'autres indices. Car oui, a priori, ce n'est ni la quantité de graisse stockée qui importe dans l'obésité, ni le poids, en réalité, mais aussi l'endroit où les graisses sont stockées en quantité. Je termine en citant un article de médecins suisses sur le sujet. Donc je les cite. Une valeur de circonférence abdominale supérieure à 88 cm continue à être un facteur de risque,
même dans une population de poids normal. Cela signifie qu'une personne de poids normal peut présenter une accumulation de graisse viscérale qui est un facteur de risque. Mais si on est pétomane et qu'on a un abdomen distendu par notre pratique. Avec, ouais, je vois. Quand il y a trop de gaz avec à l'intérieur du bidou. Exactement. On est Justement, aérophage. là, ça prend en compte. C'est pas du tissu adipeux, quoi, dedans, qui est dedans. C'est dégueulasse. Ah bah voilà. À la Mauvaise limite, mesure, mauvaise mesure. ouais, et à la limite, même si t'as trop de gaz, tu peux même peut-être t'envoler, non? Je sais pas. Pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Ou alors, faut que ce soit de l'hydrogène pur pour que ce soit un ballon d'hydrogène. Bref. Il y a quelque chose à tester. Voilà. Donc, vous venez de suivre avec moi ma première exploration sur la thématique de l'obésité, parce que jusque-là, j'ai pas cherché en gros en profondeur jusqu'avant cette chronique sur l'obésité. Et je dois avouer en avoir gros, encore une fois, je dis gros, sur la patate, que rien ou peu de choses ne soient mises en place pour éradiquer en amont les causes les plus majeures de la maladie, qui sont quand même bien étudiées, au lieu de s'éterniser constamment sur des traitements en aval, une fois la maladie développée, comme toujours. Donc, plus de sirop de glucose fructose, quoi. Exactement. Mm. Pour se faire plaisir de temps en temps, quoi, c'est tout. À saupoudrer. Ok. Et bah top. Et donc, du coup, on va passer par la double chronique, ça, celle de Johan et de Topo. Allez. Est-ce que t'as fini, Johan? Tout à fait, c'est fini, oui. Bon, En gros. juste... ouais, non, depuis hier soir, oui. Ok. Eh bien, je vous donne la parole. Alors, avec Johan, on s'est demandé si le vivant pèse dans le game, dans le sens combien pèse l'intégralité du vivant, et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce genre de mesures. Quand on s'intéresse à ce genre de statistiques, notamment en biologie, il y a un nom qui revient très rapidement sur le devant de la scène, celui de Ron Milo. Il s'agit d'un professeur israélien spécialiste de la biologie des systèmes, aussi connu sous le nom de biologie intégrative. C'est une nouvelle discipline. J'attends que tout le monde note discipline dans le chat. Non, c'est bon. Donc, c'est une nouvelle discipline cherchant à mieux modéliser un système vivant en intégrant toutes les relations et interactions de ses parties. Et dans cette discipline, voir la biologie en général, le prof Milo, c'est du lourd. Avec un total de 65 articles, son travail a été cité 56 088 fois par d'autres articles de recherche. Il faut dire qu'une de ses spécialités, c'est de répondre à des questions toutes bêtes, mais qui semblent essentielles. Sans m'en rendre compte, moi, j'ai utilisé à plusieurs reprises ces rigoureuses estimations, par exemple du nombre total de cellules du corps humain et de leur remplacement quotidien. Pour info, environ 3,8 trillions de cellules pour un homme de 70 kg, dont le turnover cellulaire équivaut à 80 grammes par jour. Donc si vous aimez ce genre de stats, Ron Milo a aussi pensé à les compiler sur un site web très pratique appelé BioNumbers, qui a sa version en livre gratuite à télécharger, Cell by the Numbers. Cette marotte de collectionner des ressources lui est particulièrement utile lorsqu'il se lance dans ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des synthèses statistiques de nombreuses études de cas. Et c'est exactement ce qu'il a entrepris lorsqu'il s'est demandé quelle était la masse actuelle du vivant. Dans son article « La distribution de la biomasse sur Terre », son équipe a estimé que le vivant pesait 550 gigatonnes, 550 milliards de tonnes, de carbone. Alors, avant de se demander pourquoi on mesure ça en tonnes de carbone, plutôt qu'en tonnes tout court, je vous propose qu'on découpe ce gros gâteau de 550 gigatonnes en différents groupes d'organismes, en mettant bien entendu à contribution nos copodcasters. Alors, selon vous, si on devait découper la biomasse terrestre totale de 550 gigatonnes, quel serait le groupe le plus pesant? Et donc le groupe taxonomique, champignons, bactéries, plantes, animaux, etc. Quel est le plus pesant et à quoi vous estimeriez son poids et son pourcentage de la biomasse terrestre totale? On compte toute la flore qu'on peut avoir dans le corps? Ouais, tout ce qui est vivant. Bactéries, même mes virus sont comptabilisés. Moi, je dirais bactéries quand même. Ouais, moi aussi, je dirais bactéries. Alors, les bactéries arrivent en second Hein? sur la biomasse terrestre totale avec 70 gigatonnes de carbone, soit 12,84% de la biomasse terrestre totale.
le véritable groupe qui pèse le plus sur notre planète à l'heure actuelle, ce sont les plantes. Ah ouais. Avec 450 gigatonnes de carbone. Vous pouvez imaginer à quel point je suis déçu que Eléa ne soit pas là avec nous ce soir pour partager cette incroyable statistique que c'est vraiment les plantes qui pèsent dans le game. C'est elles les plus importantes, les plus lourdes. 82,54% de la biomasse terrestre totale, c'est les plantes. Donc, bactéries, 70 gigatonnes de carbone. À votre avis, en troisième position, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Les champignons. Les insectes. Alors non, c'est bien les champignons. Avec 2,20% pour 12 gigatonnes de carbone. Et Johan a dit les insectes. C'est Alors, les animaux, ça. les insectes, c'est en effet les animaux. Les animaux sont en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position du podium. Même avec Teddy Riner. Même avec Teddy Riner, même avec nos gros cerveaux, c'est seulement 2 gigatonnes de carbone. 0,37% de la biomasse terrestre totale. C'est ridicule. Donc, avant ça, avant les animaux, eh bien, il y a les archées, avec 7 gigatonnes de carbone. Les protistes sont des diatomées, des algues unicellulaires, le blob, tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut considérer être des protistes, et c'est à 4 gigatonnes de carbone. Et les virus, alors qu'ils dépassent largement en nombre la totalité des organismes vivants, eh bien, ils sont justement tout petits et insignifiants, et ils sont estimés à 0,2 gigatonnes de carbone, soit 0,04% de la biomasse terrestre totale. Mais Johan a cité les fourmis, donc concentrons-nous maintenant sur ces 2 gigatonnes d'animaux. À votre avis, quels sont les plus grands contributeurs de la biomasse, cette fois-ci, animale totale? Fourmis, insectes. Ouais, je pense, insectes, ouais. Ouais, alors, à vrai dire, c'est plus que les insectes, et c'est ça qui est assez fascinant. C'est, en effet, les arthropodes, 1 gigatonne de carbone pour 41,9% de la biomasse animale totale. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que c'est une espèce animale qui, de ces 1 gigatonne de carbone, représente à elle seule 0,05 gigatonnes de carbone, et c'est le krill. Euphosia superba, à elle seule, cette espèce représente déjà 0,05 gigatonnes de carbone et 2,51% de la biomasse animale. En fait, parmi les arthropodes, c'est beaucoup en effet les insectes, mais beaucoup aussi les crustacés qui sont représentés dans cette catégorie. Ah, le krill, c'est le truc qui mange les baleines, c'est ça? Exactement. Et Ok. donc, ce sont des producteurs de masse très très importantes dans les milieux, les environnements aquatiques. Alors, ce qui est assez fou, c'est que je vous ai parlé du krill, complètement dingue, hein, mais c'est à peu près la biomasse, le pourcentage de biomasse animale représenté par l'espèce humaine. Nous aussi, on détient quand même un record. L'espèce humaine, c'est 0,01% de la biomasse totale, mais c'est aussi 2,51% de la biomasse animale, soit à peu près autant que la masse de krill. Comme quoi, le krill ne paie pas. Oh putain. Oui, en effet. Très bien, bravo. Alors, ce qui est complètement dingue, c'est que dans ce pourcentage, hein, donc de la biomasse animale totale, il y a bien sûr la faune sauvage, mais il y a aussi la faune domestiquée. Bon, déjà, il y a les espèces humaines avec 2,51%. 2,51% avec 0,06 gigatonnes de carbone pour l'espèce humaine. À votre avis, quel est le type de bétail qui équivaut exactement à cette masse? Les poulets. Oh. Ah, c'est pas mal. Il y a une idée, mais non, c'est pas le cas. C'est pas les poulets qui sont devant, ils sont légèrement en dessous. Les vaches, du coup? Exactement. Ça veut dire que l'humanité pèse autant que les vaches. Yes. Et à vrai dire, autant que les termites aussi. Bon, vous faites ce que vous voulez de cette statistique. mais du coup, c'est complètement dingue. Les vaches, à elles seules, pèsent autant que l'humanité. Donc, notre bétail, c'est par contre 4,19% de la biomasse animale totale, soit 0,1
gigatonnes de carbone. Donc ce 0,1 gigatonnes de tel carbone, on va en reparler, c'est autant que... Enfin, c'est pas autant, c'est un facteur, je crois, de 10 par rapport aux mammifères sauvages. Les mammifères sauvages représentent 0,007 gigatonnes de carbone. C'est une goutte d'eau par rapport au bétail. Ah oui. Ouais. Les poulets représentent autant que l'intégralité des autres oiseaux sauvages. 0,002 gigatonnes de carbone. C'est complètement, c'est ahurissant comme statistique. Après, ils sont gros, nos poulets, mais oui. Ils sont devenus de plus en plus gros. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir un petit peu de ces messages, vous avez vu, c'est des comparaisons, c'est très très intéressant. Les animaux, les protistes et les bactéries représentent ensemble 80% de la biomasse marine, alors que sur Terre, ils ne représentent que 2% de la biomasse animale. Donc, on comprend que la biomasse animale est essentiellement marine. Et bon, mais même si c'est rigolo ces chiffres, il faut se demander maintenant comment ils ont été obtenus. C'est important de faire des chiffres comme ça, mais il faut avoir un petit peu garder un esprit critique et se demander pourquoi on a mesuré cette biomasse et comment on l'a fait, et surtout pourquoi ces mesures impliquent le carbone. Alors, dans l'étude du laboratoire de Ron Milo, dont le premier auteur est Yenon Bar-On, une partie du matériel et méthode explique justement ce choix. En effet, pour mesurer la biomasse à part la masse en carbone, on peut aussi utiliser le biovolume, c'est une autre manière d'appréhender la masse humide, c'est ce que vous pesez en fait chaque matin quand vous mettez sur la balance, ou le poids sec. Le boulot de cette équipe de recherche a donc été de compiler des centaines d'études déjà faites, et de générer eux-mêmes quelques mesures, mais très très peu, et ensuite de tenter d'uniformiser les types de mesures pour mieux les additionner et les comparer entre elles. Ça sert à rien d'utiliser le biovolume s'il y a seulement 2 études qui les étudient parmi une centaine. Donc pour la compilation, ils se sont mis en quête d'études d'échantillonnage de la biomasse. Un bon exemple, ce sont les expéditions, comme celle organisée par Tara. Vous connaissez peut-être Tara Océan, où il y a des équipes de recherche qui réalisent tout plein d'échantillonnages à différentes localisations, différentes profondeurs, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser des méthodes indirectes, comme des images satellites, des données bioacoustiques, etc. Ensuite, il faut qu'à chaque étude, on attribue des caractéristiques géographiques, où est-ce que ça a été fait, et environnementales, dans quel milieu c'est fait, pour comptabiliser un maximum de paramètres, ensoleillement, température, profondeur, tout ça pour permettre de corréler des valeurs de biomasse avec ces paramètres. Ça, c'est une phase essentielle avant celle de l'extrapolation. Pour appréhender la biomasse globale, on va cartographier tous nos paramètres environnementaux sur la planète et ensuite extrapoler nos valeurs échantillonnées sur l'ensemble du globe. Mais comme je vous le disais, avant toute chose, il faut s'accorder sur quelle mesure de la biomasse employer. Un premier choix a donc été de supprimer la variable du contenu en eau des organismes, vu qu'elle a tendance à varier follement entre espèces, comparer une méduse avec 95% de flotte et un humain avec environ 60% d'eau dans le corps. Mais surtout, ce contenu en eau, il peut varier en fonction de la saison, du moment de la journée, du stade de vie. C'est vraiment naze. Et bien entendu, ça fait varier lui-même le biovolume. Donc biovolume, poids mouillé, pas top pour pouvoir appréhender véritablement, faire un bon échantillonnage. Donc, pour faire une comparaison fiable, il faut supprimer ces types de mesures, et du coup, ça laisse le poids sec et la masse de carbone. Et il s'avère que la plupart des études privilégient la masse de carbone, donc c'est pour ça que ça a été utilisé. Et en plus, coup de chance, il est assez facile de passer de la mesure en poids sec à celle en carbone. En gros, la masse de carbone, c'est la moitié du poids sec. Ok, donc on comprend la partie pratique de ce choix, mais pourquoi autant d'équipes ont privilégié la masse en carbone à la base, plutôt que le poids sec? Répondre à cette question revient en fait à se demander à quoi servent ces études. Et au-delà de fournir des statistiques sympatoches à sortir dans une chronique de podcast, la quantité de carbone fournit des informations cruciales aux biologistes, voire aux climatologues. En effet, parmi tous les éléments qui composent un organisme vivant, il y a fort à parier qu'on vous a sensibilisé au fait que 4 d'entre eux étaient plus importants que les autres, les chons,
C pour le carbone, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène et N pour le nazote. Non, pardon, c'est plutôt pour le nitrogène en anglais. Littéralement générateur de nitre, aussi connu sous le nom de salpêtre. Vous avez un petit peu d'étymologie élémentaire. Et parmi ces 4 éléments, le carbone a une particularité, c'est qu'il n'a pas tendance à se retrouver dans d'autres structures de notre planète. Si vous prenez l'azote et l'oxygène, il y en a plein dans l'atmosphère et dans la couche terrestre. Et pour l'hydrogène, c'est dans l'eau, ça nous intéresse pas trop. Le carbone, lui, est retrouvé à l'état de trace dans ces 3 milieux, même si on en trouve un poil trop en ce moment dans l'atmosphère, il faut le convenir, et donc ça constitue un marqueur particulièrement efficace de la matière dite organique, qu'elle soit vivante ou morte, entendons-nous bien. Donc on dit que le carbone est bioséquestré. Or, cette bioséquestration du carbone, c'est hyper important pour modéliser les cycles biogéochimiques à l'échelle de notre planète, mais aussi pour déterminer l'impact passé et futur des activités humaines. Vous l'aurez compris, le carbone est un élément crucial à considérer pour jauger l'état de la biodiversité. Mais avant de justement se poser la question de l'état de notre biodiversité, on va d'abord se poser la question de d'où vient ce carbone sur notre planète. Très bien, merci Topo. Et moi je me suis effectivement demandé, donc pour rebondir sur ta chronique, pourquoi on avait, est-ce qu'il y avait à peu près la même composition entre le vivant, notre planète ou l'univers, donc à différentes échelles. Est-ce que c'est plus ou moins les mêmes ratios de carbone ou est-ce que c'était un peu différent? Et ce que je regarde au début, c'est j'ai pris un humain. Et un humain, on apparaît avec 65% d'oxygène et 18% de carbone et 10% d'hydrogène. Voilà, donc c'est les trois éléments qu'on peut le plus gros. Est-ce que c'est la même chose à l'échelle de la planète? Eh ben pas du tout. La masse de notre planète, c'est 30% de fer, 30% d'oxygène et le dernier tiers composé de tout un tas de notre atome, silicium, magnésium, etc. Mais le carbone, on apparaît qu'elle a 15e place dans l'ordre des plus présents, avec seulement 0,07% en masse. Et à l'échelle de l'univers, là c'est encore différent aussi, parce que dans son énorme majorité, l'univers est constitué de 2 éléments seulement, hydrogène à 74% et hélium à 24%. Et donc, si vous faites le compte, 74 plus 24, ça fait 98, il vous reste que 2% pour tout le reste, avec l'oxygène à 1% et le carbone à 0,4. Voilà, au point même que les astronomes, souvent par facilité, classent les éléments de l'univers en 3 catégories, l'hydrogène, l'hélium, et le reste qu'on appelle les métaux. Donc oui, pour les astronomes, l'oxygène est un métal, parce que comme ça c'est plus simple, tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium, c'est un métal. Voilà, donc nous sommes donc des sacs de carbone sur des tas de métaux dans un univers de gaz. Mais d'où vient donc cette différence de composition entre les différentes échelles? Donc pour la différence entre l'humain et la Terre, Pierre vient de le dire, c'est parce que sur la Terre, la vie, c'est ça qui dilue le carbone, c'est ça qui stocke le carbone, qui le séquestre comme il dit. Voilà, donc le vivant, c'est une machine à diluer du carbone, on le mange, on le respire, on l'expire, donc c'est normal que on concentre le carbone. Bon, et puis pour la différence entre l'univers et la planète. Donc pour ça, il faut un peu comprendre comment les atomes se créent. Et pour créer un atome, il faut une forge. En effet, seule la fusion nucléaire peut avoir des endroits suffisamment chauds et denses pour réussir à créer de nouveaux atomes. Sur Terre, donc, en dehors des réactions de fusion nucléaire, comme les tokamaks ou les explosions nucléaires, il n'y a pas vraiment de création de nouveaux atomes, en fait. Parce que comme vous faites de la chimie, par exemple, en fait, vous créez de nouvelles molécules. Par exemple, vous créez de l'eau ou vous créez de l'hydrogène. Mais en fait, c'est seulement de l'échange d'atomes entre copains. Il n'y a pas de création d'atomes sur Terre. On n'a jamais créé d'atomes de carbone sur Terre. Et donc, en fait, c'est un processus qui est très, très, très rare. Voilà. Donc, pour comprendre d'où viennent ces atomes, repartons au moment du Big Bang, la forge initiale, il y a presque 14 milliards d'années. Initialement, il fait si chaud qu'il n'y a même pas d'atomes. L'univers est si dense et si chaud que les particules élémentaires sont en activité dans toutes les directions, des neutrons et des protons et des électrons. Mais à chaque seconde, donc au moment du Big Bang, l'univers s'étend et se refroidit. Et au bout d'une minute environ après le début, commence ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Des atomes se forment, uniquement les plus simples, et donc uniquement, en très grande majorité, de l'hélium et de l'hydrogène.
de l'hélium et de l'hydrogène. Et ça va très 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 vite parce qu'au bout d'environ 300 secondes, donc on est entre quelques dizaines de secondes et quelques centaines de secondes seulement, ça y est, l'univers s'est tellement étendu qu'il fait trop froid, il n'y a plus de nucléosynthèse primordiale et il fait plus assez chaud pour créer des atomes. C'est la fin de la forge initiale. On a créé l'hélium et l'hydrogène, dont d'ailleurs la plus grande partie de l'hélium et de l'hydrogène de l'univers sont cet hélium et hydrogène initial. Voilà. Mais on n'a pas fait d'oxygène, on n'a pas fait de carbone. Voilà. Et donc pour ça, il faut attendre l'allumage de la forge d'après. Et ça en met du temps. Parce que l'univers donc continue de se dédensifier doucement. Au bout de 400 000 ans, l'univers est si peu dense que le plasma qu'il compose devient un gaz neutre et transparent, qui est composé donc uniquement d'hélium et d'hydrogène, comme maintenant, mais sans étoiles. Pas le moindre foyer à l'horizon pour fabriquer un petit atome. Non seulement nous n'existons pas, mais les étoiles n'existent pas, mais les atomes qui nous composent, nous et notre planète, n'existent pas. Voilà. Et pour attendre la fin de cet âge sombre, il faut attendre que se forment doucement des grumeaux dans la soupe, que les atomes d'hydrogène et d'hélium s'attirent un petit peu les uns les autres, puis forment des nuages de plus en plus lourds, qui à leur tour attirent leurs copains atomes, et environ au bout de 200 millions d'années, c'est quand même très long, entre 300 secondes et 200 millions d'années, pas d'étoiles, mais 200 millions d'années, la première étoile s'allume. Et là, ça y est, la première forge stellaire est allumée, on peut commencer à reformer des atomes. Et plus l'étoile se réchauffe, plus on peut commencer à fabriquer des atomes complexes. Donc 2 atomes d'hélium vont fusionner ensemble pour faire du beryllium, 2 fois plus lourd. Puis ce beryllium et un atome d'hélium vont former du carbone, qui lui-même va fusionner avec de l'hélium, etc., etc. Plus l'étoile est grosse et âgée, plus les températures augmentent en son sein, et de plus en plus d'atomes complexes apparaissent, issus de la fusion d'atomes plus complexes entre eux. 2 atomes d'oxygène vont ainsi former du silicium, présent dans la plupart des roches. Voilà. Et puis donc, génération après génération d'étoiles, les étoiles vivent et meurent, mais l'univers s'enrichit dans ces éléments lourds, parce que cela y reste. Du coup, plus l'univers est vieux, plus il y a de carbone, plus il y a de fer, plus il y a de silicium, et plus l'univers est jeune, plus on avait quasiment que de l'hydrogène et de l'hélium. Voilà. Et donc, on comprend bien que cette formation un peu par pyramide, parce que du coup, il faut 2 héliums pour faire un beryllium, et puis du beryllium pour faire du carbone, et puis voilà. Donc, ça veut dire que c'est assez pyramidal. En fait, c'est un peu comme au jeu 2048, je sais pas si vous vous souvenez. Au début, on part que avec des 2 et des 4, et puis on les assemble pour avoir tous les multiples, et ça prend du temps. Voilà. Et donc, pour comprendre, il faut comprendre toutes ces petites réactions de fusion. Et pendant tout le XXe siècle, en fait, les astrophysiciens stellaires vont patiemment construire ce jeu pour trouver toutes les relations de fusion possibles, qui paraissent possibles théoriquement, voilà, et celles qui le paraissent moins possibles théoriquement dans les étoiles, et on arrive à la limite qui est le fer, qui est le dernier atome qu'on pense qu'il est possible de fabriquer dans les étoiles durant leur vie. Et au-delà, plus de fusion stellaire possible. Il n'existe pas d'étoile assez grosse, assez chaude pour réussir à fusionner des éléments plus complexes. Bon, cela dit, je pourrais m'arrêter là parce qu'aujourd'hui notre chronique c'est sur la biomasse et on a déjà les atomes qui nous composent. On a l'azote et l'oxygène pour notre atmosphère, le fer et le silicium pour notre planète et puis notre précieux carbone. Et donc voilà, c'est ce qu'il sait dire à Carl Sagan, We are made of star stuff, qui avait été traduite par notre regretté Hubert Reeves, qui était un vulgarisateur canadien qui disait « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Voilà, les atomes qui vous composent ont presque tous été fabriqués au sein d'une étoile. Voilà, donc là, avec ça, on peut fabriquer de l'eau, du pain, de la bière, mais pas d'argent, pas d'or, aucun métal précieux et presque pas d'éléments radioactifs. C'est le temps rêvé des anticapitalistes et des antinucléaires. Mais, alors même que ce n'est pas très important pour notre masse qui nous occupe aujourd'hui, continuons pour les Picsou et les Oppenheimer parmi vous. Et ces derniers vont être comblés car la suite de la nucléosynthèse est dite explosive. En effet, la 3e forge des atomes, le seul endroit plus chaud qu'une étoile qui brûle, c'est une étoile qui explose. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à fusionner et l'étoile s'éteint. Plus d'explosion thermonucléaire, et là la gravité reprend ses droits, et pendant un instant, en quelques millisecondes seulement, la couche externe de l'étoile va s'écrouler sur le cœur de l'étoile et produire une énorme quantité d'énergie pendant un instant et rallumer la forge une des dernières fois, c'est ce qu'on appelle la supernova.
Donc on n'est pas tout à fait sûr de la formation de tout l'aimant, surtout les éléments les plus complexes. Il faudrait des énergies absolument énormes et on n'est pas sûr que les supernovas puissent toutes réussir à forger cela. Donc il y aura peut-être d'autres éléments encore plus complexes, comme des fusions d'étoiles à neutrons par exemple. Voilà. Mais on s'éloigne du sujet d'aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on est sûr, c'est que la plupart des éléments au-dessus du fer sont formés dans les supernovas. Voilà. C'est comme ça qu'on sait que les atomes se forment. Mais on sait aussi comment se forment les planètes. On avait déjà fait un épisode sur la formation planétaire il y a quelques années. Pourquoi est-ce que du coup les planètes sont aussi différentes de l'univers? Donc je vais pas trop y revenir en détail, mais l'idée principale, donc c'était l'épisode 384. Pardon, je vais le refaire, c'était un peu décousu. C'est comme ça que les atomes se forment. Voilà. Mais donc pour expliquer un petit peu cette différence entre l'univers et les planètes, il faut un petit peu comprendre la formation planétaire. Et on avait fait un épisode sur la formation planétaire il y a quelques années, qui était l'épisode 384. Je vais pas revenir trop en détail, mais l'idée principale, c'est qu'au début, pour des planètes, un cœur solide se forme, parce que les petits grains de roche ou de glace sont capables de s'accrocher, ils sont capables de s'agglomérer entre eux, contrairement au gaz. Le gaz, lui, il peut pas s'agglomérer. Voilà. Donc ce qui va se former d'abord, c'est des petits machins de métal, de roche ou de solides qui vont s'agglomérer les uns les autres. Voilà. Et puis au bout d'un moment, en fait, les planètes les plus Jupiter, en fait, vont prendre le gaz aux autres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des planètes rocheuses avec beaucoup d'éléments lourds, du fer, de l'oxygène, du silicium, et très peu des éléments légers comme l'hélium et l'hydrogène, qui sont pourtant de loin les plus fréquents, mais qui sont accaparés par le Soleil et les planètes gazeuses. Enfin, du coup, je voulais aussi conclure quand même, parce que là on a beaucoup parlé des atomes, du carbone qui nous compose, mais il y a une molécule qui constitue la majorité de notre masse, c'est l'eau. C'est vrai que, comme disait Pierre, on a tendance à considérer le carbone comme la masse. Et c'est vrai que dans l'idée aussi, il y a quand même cette idée que notre carbone, à la base de nos tissus, de notre ADN et de nos os, c'est un peu plus nous que l'eau, parce que l'eau, on a quand même un peu cette idée qu'elle fait que passer, quoi. C'est vrai que notre eau, c'est pas notre ADN. L'eau, elle vient, elle repart, c'est pas vraiment nous, quoi. Mais c'est quand même 50 à 60% de la masse d'un humain, quand même, l'eau. Donc c'est important. Et cette eau sur Terre, elle a aussi une histoire. Et une histoire qu'on connaît pas très bien. Moi, je suis rentré dans cette chronique en pensant que la plupart de l'eau avait été amenée sur Terre par les comètes. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on ne sait pas exactement ce qu'il en est actuellement. Donc, en fait, on sait qu'au début, donc il y a sans doute des grains originaux parmi les choses qui forment l'accrétion de la Terre au début. Donc, ça crête, voilà, et puis il y a sans doute de la glace à ce moment-là. Du coup, voilà, au début de la création, il y a sans doute de la glace. Et puis, comme les éléments lourds, comme le fer, vont avoir tendance à tomber au fond, et voilà, donc il y a sans doute un moment où il y a de la glace en surface ou de l'eau en surface, voilà. Mais les soucis, c'est qu'on n'a pas une énorme enveloppe de gaz qui nous protège comme Jupiter. Et donc, si on se tamponne un grand caillou bien vite, l'eau peut avoir tendance à se vaporiser et à s'échapper. Et un gros caillou qui vient nous taper, c'est arrivé lors de la formation de la Lune. Et on en avait parlé avec le passionnant et génial professeur Charnoz dans l'épisode 452. Voilà. Et donc, en effet, peu de temps après la formation planétaire, on avait plein de petites planètes qui se battaient pour les grains qui permettent de grossir. Voilà. Celles qui ont réussi sont devenues un peu les plus grosses, qui sont devenues les planètes, Mars, la Terre, Vénus, et puis celles qui ont échoué sont restées des planètes naines, comme Cérès, entre Mars et Jupiter, ou Pluton, au-delà de Neptune. Et donc, au début, là, il y avait tous ces petits cailloux, voilà, tous ces mini-planètes qui se battaient pour accréter les grains et puis grossir. Puis il y avait parfois des collisions. Et au début de son histoire, on pense que la Terre et une planète quasiment de la même taille, que l'on a appelée Theia, se sont emplafonnés, ce qui a éjecté tellement de matière qu'on a formé la Lune. Vous imaginez bien qu'après un tel impact, donc parce que Theia faisait relativement la taille de Mars, quasiment, voilà. Vous imaginez qu'après un tel impact, toute l'eau sous forme liquide ou gazeuse s'est évaporée. Et la question, c'est est-ce qu'elle s'est recondensée sous forme d'océan, ou est-ce qu'elle s'est échappée à ce moment-là et qu'on aurait perdu toute l'eau? Voilà. Et dans ce cas-là, il faudrait une autre origine sur l'eau qui arriverait du coup beaucoup plus tardif à partir d'impacts de choses qui arriveraient plus tard, comme des météorites ou des comètes. Voilà. Et comme je vous le disais, cette question n'est pas tout à fait tranchée. On peut pour y répondre pour y répondre origine récente ou ancienne, il faut aller poser des atterrisseurs sur les objets pour prélever l'eau et analyser si cette eau est proche ou non en composition
de la nôtre. Et donc pour avoir un peu cherché, j'ai trouvé 2 articles. Donc par exemple, Greenwood et al. Donc 2 articles dans Science relativement récents, 2018 et 2020, qui disent que le premier pense que la plupart de l'eau, donc entre 95 et 70% de l'eau, était initialement présente sur Terre. Donc ça, c'est Greenwood et al. 2018. Et à l'opposé, Laurette Piani et al. 2020, qui pense que du coup, c'est quasiment le contraire. La majorité de l'eau est arrivée par des météorites chondrites après l'énorme impact. Voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là sur ça et je vais repasser la main à Topo sur l'évolution de la biomasse. Yes, merci. Donc on voit d'où vient le carbone, c'est des proutes de l'espace donc. Et donc tout à l'heure je vous disais que mesurer la biomasse permettait de la comparer avec d'autres mesures et de jauger l'impact de l'humanité sur notre planète. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette valeur en carbone. Il s'avère que la même équipe de recherche de Ron Milo a récemment voulu estimer la biomasse totale à la matière générée par l'humanité, la masse anthropique. De ce que nous a expliqué Johan, on peut exclure le fait que l'humanité a véritablement créé de la matière sur notre planète. Alors si ce n'est peut-être les éléments non naturels, les quelques petits éléments goupillés qui sont à la fin du tableau de Mendeleïev là. Oui, enfin, il faut quand même. Donc, effectivement, il y a certains éléments, mais enfin, toutes les réactions de fission et de fusion ont tendance à créer de la masse, mais c'est, je pense, pas lourd. Voilà, c'est des pouillèmes de grammes, mais voilà. En effet. Bon, donc en tout cas, c'est pas ça véritablement qui forme ce que nous on appellerait la masse anthropique et qui pourrait se comparer avec la véritable biomasse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce dont on parle, c'est bien entendu des produits manufacturés, une sorte de chimie qu'on est capable de faire et qui permet de former ce qu'on appelle le béton, les agrégats, les briques, l'asphalte, les métaux ou encore d'autres composants, le bois, un peu manufacturé, le verre et le plastique. Alors, en vous rappelant que la biomasse totale sur notre planète équivaut à 550 milliards de tonnes de carbone, donc grosso modo 1,1 tératonnes en poids sec, vous rappelez le facteur 2. À votre avis, cher auditeur, à combien s'élève la masse de tout ce que l'humanité a fabriqué ? 1% de la biomasse ? 2% ? 20% ? À votre avis, les paris ? 1 ou 2%, je pense, hein, c'est tout. Ouais. Très bien. Eh ben, c'est pas 1%, 2%, c'est 100%. Ah. En 2020, au moment de l'étude, Ron Milo et son équipe ont constaté à leur grand effroi presque, que la Terre se trouve exactement au point de croisement où la masse anthropique est égale à celle de la biomasse. Tout ce que je vous racontais tout à l'heure, là, les 550 milliards de tonnes de carbone, les 1,1 tératonnes en poids sec, on a manufacturé autant. C'est dingue. Depuis l'humanité. Qui plus est, ils estiment qu'elle double environ tous les 20 ans. Oui, d'accord. Voilà. C'est peut-être le moment où on commence un petit peu flipper. Et en moyenne, chaque personne sur le globe produit chaque semaine une masse anthropique supérieure à son poids corporel. Moi, je pèse environ 75 kilos. En une semaine, je produis 75 kilos de masse anthropique. Bien sûr, c'est en moyenne. C'est bien entendu quelque chose qui est partagé par l'intégralité de l'humanité. Alors, l'étude révèle que ces 1,1 tératonnes de masse anthropique sont essentiellement constitués de matériaux de construction pour des buildings et infrastructures, en gros le béton. 200 gigatonnes de plus que l'ensemble des plantes. Et pour le plastique, eh bien, on en a produit dans toute l'histoire de l'humanité, c'est pas très très long, depuis la révolution industrielle, 8 gigatonnes. Okay. Ce qui est 2 fois plus que l'ensemble de la biomasse animale. 2 fois plus que l'ensemble de la biomasse animale, on l'a converti en plastique. Alors, si c'était juste du rap de matière sur la planète, ça pourrait encore passer, si c'était inoffensif, soit. Mais le problème, c'est que cette masse anthropogénique, elle est accumulée au détriment
de la biomasse. Donc, pour compléter mes comparaisons de tout à l'heure, sachez qu'aujourd'hui, la biomasse des humains, 0,06 gigatonnes de carbone, et la biomasse du bétail, 0,1 gigatonnes de carbone, dominée par les bovins, on l'a vu tout à l'heure, et les porcs, eh bien, tout ça, ça dépasse de loin celle des mammifères sauvages, dont la masse est de environ 0,007 gigatonnes de carbone. Il va de même pour les oiseaux sauvages et domestiques, pour lesquels la biomasse de la volaille domestique, 0,005 gigatonnes de carbone, dominée par les poulets, c'est environ 3 fois plus élevé que celle des oiseaux sauvages. Tout à l'heure, je vous disais que c'était égal. Non, c'est 3 fois plus élevé que celle des oiseaux sauvages qui s'élève à environ 0,002 gigatonnes de carbone. Donc en fait, les humains et les animaux d'élevage dépassent tous les vertébrés réunis, à l'exception bien sûr des poissons. Donc tous ces chiffres ahurissants font l'état de l'augmentation de la biomasse animale domestique et sont donc la conséquence de la révolution agricole. Eh bien, il y a des équipes de recherche qui ont estimé qu'à travers cette révolution, l'humanité a diminué de moitié la biomasse des plantes, donc qui était de 2 tératonnes à aujourd'hui 0,9 tératonnes. Donc ça, c'est pour notamment faire place à nos cultures, dont une plus grosse contribution, c'est les fameuses vaches. Donc pour préparer cette chronique, Joanne et moi, on voulait discuter de la variation de la biomasse à travers les âges, et notamment se demander si elle avait traversé des valeurs particulières à travers les extinctions majeures de l'histoire du vivant. Je ne savais pas très bien où ça allait me guider, cette quête de ces informations-là. Et je pense que mon explication du protocole réalisé pour estimer la biomasse mondiale actuelle vous aura convaincu de la difficulté de cette entreprise. Il faut beaucoup d'échantillonnage, et des échantillonnages fossiles, c'est un petit peu chaud à obtenir. Ça vous ouvrira aussi la perspective quasi impossible de réaliser une telle estimation dans un lointain passé à, je sais pas moi, centaines de millions d'années, 1 milliard d'années, c'est quasi impossible. Mais il s'avère qu'il y a un chercheur, Anthony Barnowski, qui a réussi à estimer la variation de la biomasse à travers la dernière extinction, qui est pas si lointaine que ça, celle de la mégafaune terrestre du Quaternaire. En gros, il a extrapolé de nombreuses estimations de biomasse de mammifères terrestres fossiles dépassant les 40 kg, c'est ça qui lui permet de faire ces estimations, et il a pu réaliser des courbes d'évolution de la biomasse de ces espèces jusqu'à leur extinction, qui équivaut à la moitié des espèces qui ont vécu d'il y a 50 000 ans jusqu'à nos jours. La moitié des espèces ont disparu en 50 000 ans. Ensuite, il a comparé donc ces espèces, bien entendu, qui font partie de la mégafaune terrestre, essentiellement des mammifères. Ensuite, il a comparé ces valeurs avec l'évolution de la biomasse humaine, en s'appuyant sur une autre étude d'un dénommé Ern, qui a intitulé son article d'un éloquent « Combien de fois la population humaine a-t-elle doublé ? Comparaison avec le cancer ». Moi, j'adore ce titre. Les courbes sont éloquentes, la biomasse de la mégafaune suit à peu près l'évolution de celle de l'humanité jusqu'il y a 12 000 ans. En gros, on suivait à peu près la même proportion d'accumulation ou de baisse que la biomasse générale de la mégafaune sauvage. Mais il y a 12 000 ans, il y a un moment, ça change, la biomasse de la mégafaune s'écrase et celle de l'humanité bat tous les records. Et pour l'extinction de certaines de cette mégafaune terrestre sauvage, on peut trouver le coupable facilement. Spoiler, c'est nous. À l'instar des humains ayant colonisé l'Australie il y a plus de 50 000 ans en cramant des forêts pour notamment y chasser la mégafaune. Alors ça veut pas dire que c'est nécessairement le seul élément qui a contribué à la disparition de cette mégafaune. Des extinctions, il y en a eu avant l'humanité, mais on en est un très très fort contributeur. Et on s'est aussi bousillé la mégafaune marine avec l'exemple flagrant de l'extinction de certaines espèces poids lourds comme la rhytine de stellaire, une sorte de lamantin géant disparu à la fin du XVIIIe siècle. L'exploitation d'autres mammifères marins aurait ainsi entraîné une diminution de la biomasse globale des mammifères marins d'un facteur 5, de 0,02 gigatonnes de carbone à 0,004 gigatonnes de carbone. L'impact de la civilisation humaine sur la biomasse mondiale ne s'est pas limité aux mammifères, mais a également profondément transformé la bioséquestration de carbone par les végétaux. Il y a un recensement mondial du nombre total d'arbres qui a suggéré que la biomasse végétale totale a été réduite d'environ moitié, c'est ce que je vous ai donné comme chiffre tout à l'heure, par rapport à sa valeur avant l'avènement de la civilisation humaine. Et est-ce que ça aurait été possible de le compenser avec nos champs de blé ? Non, que nenni. La biomasse totale des plantes cultivées par les humains étant estimée à environ
10 gigatonnes de carbone, ça représente seulement 2% de la biomasse végétale totale actuelle. En fait, c'est nul pour séquestrer le carbone. Donc pour résumer, les humains ont eu un impact historique sur la biomasse globale de la plupart des groupes d'espèces, à savoir 1. L'énorme diminution de la biomasse totale des animaux sauvages, 2. Le gain de la biomasse totale des mammifères dû à l'élevage du bétail. Donc on a fait varier l'abondance de certaines espèces au point qu'il y a plus de vaches que d'humains, enfin un truc de dingo quoi. Et le profond remaniement de la quantité totale de carbone piégée par les plantes. On préfère des cultures qui sont très très mauvaises bioséquestratrices de carbone à des forêts. Bon, désolé, je me doute bien qu'avec ce sujet un peu lourd, j'ai plombé l'ambiance. Mais je sais pas vous, mais parfois, moi, ça me donne envie de tout péter. Notamment toute cette masse anthropique qui s'accumule au détriment de la biomasse. Et c'est pour ça que j'ai sollicité à Johan une méthode de destruction massive, si vous me permettez l'expression. Reste à déterminer la masse nécessaire. Voilà, du coup, moi, je me suis demandé combien est-ce qu'il on fallait de masse de la part de l'univers pour un petit peu rétablir la balance et commencer à diminuer un petit peu cette biomasse en comparaison du reste. Voilà. Et donc, j'ai confirmé ce que je savais déjà, mais il y a toujours pas officiellement confirmé de mort par météorite. Donc, on peut imaginer au-delà de quelques grammes, voire quelques kilogrammes, c'est le genre de météorite qui fait normalement pas beaucoup de dégâts, des bâtiments, des toitures, des voitures qui sont abîmées, mais pour le moment il n'y a jamais eu de cas confirmés. Et donc l'International Comet Quarterly recense les incidents les plus conséquents depuis plus de 200 ans. Donc je vous enverrai le lien, c'est sur le site d'Harvard. Et note quand même quelques cas effectivement. Donc par exemple en 1879. Le 31 janvier, à Adin-le-Poilier, dans l'Indre, un fermier a été apparemment tué par une météorite. Voilà. Mais en fait, aucune. Donc il y a quelques cas effectivement qui sont reportés dans cette base de données, mais en fait aucun depuis 100 ans. La dernière fois que ça a été reporté, c'est en Yougoslavie en 1929. Ce qui fait dire en fait que comme à l'époque ça n'avait pas été vérifié par des scientifiques. Est-ce que c'était une explosion? Enfin voilà. Bon, en tout cas voilà. D'ailleurs jusqu'à récemment, j'ai trouvé un article du 8 février 2016 dans Le Monde qui indiquait qu'un Indien serait mort par météorite, mais ça avait été invalidé. Voilà, par des scientifiques indiens, reportés par la NASA. Apparemment, c'était une explosion tout à fait terrestre. Voilà. Donc, si vous voulez commencer une carrière d'astronome forensique, ce n'est pas un métier d'avenir. Pour le moment, ça arrive assez rarement. Bon, mais je ne fais pas trop d'illusions. Je pense que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, mais c'est relativement rare quand même. Voilà. Et donc, dans cette base de données, vous pouvez tomber sur, à Draveil, le 13 juillet 2011, il y a un caillou de 5,2 tonnes qui est tombé, dans un jardin et qui a un petit peu abîmé un toit et puis un pare-brise de voiture. Voilà. Donc voilà, mais pour commencer à faire un peu de dégâts, il faut commencer à bien grossir, voilà. Et le phénomène le plus spectaculaire qui peut arriver après, donc on peut imaginer par exemple la chute d'un impacteur dans l'océan qui occasionnerait un gigantesque raz-de-marée. Là, on peut commencer à faire du dégât, on peut commencer à raser une ville. Voilà, des calculs ont été effectués qui estimeraient du coup à un impact de 1 km de diamètre. Donc j'ai fait une petite estimation en comptant la densité moyenne des astéroïdes et donc on part sur 10 000 tonnes. Voilà, 10 000 tonnes. On commence à peser, on peut raser des villes. Voilà. Extinction de l'espèce, c'est quand même un peu léger, je pense. 10 000 tonnes, voilà. Bon, et plus gros. Et là, on commence à fabriquer de la biomasse inerte, là. Voilà. Donc, j'ai trouvé un papier qui s'appelle Relation entre la taille des cratères d'impact et la gravité des épisodes d'extinction associés, publié en 2020 dans leur revue Earth Science Review. Voilà. Et eux, du coup, ils proposent une kill curve du nombre d'espèces éteintes en fonction de la taille du cratère. Voilà. Et donc, j'ai découvert à cette époque-là que il y avait plusieurs cratères qui avaient mené à qui ont mené à des extinctions de masse. Donc, on connaît celui il y a 66 millions d'années, qui était un astéroïde de 12 km de diamètre, qui est tombé dans la ville portuaire de Chicxulub
au Mexique. Voilà, donc 12 km de diamètre, ça fait 125 000 tonnes, voilà. Et lui, donc il a fait un gros impact, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu celui de Popigai, qui est tombé en Sibérie, qui faisait entre 5 et 8 km de diamètre et qu'on estime a tué 30% des espèces sur Terre. Donc plusieurs milliers de tonnes. Un petit peu plus gros, donc qui tournent aussi autour de cette taille-là, mais qui sont estimés à avoir tué environ 40% des espèces. On a deux gros cratères. On a Morokweg en Afrique du Sud et Manicouagan au Québec. Qui sont deux cratères, le deuxième et le troisième plus gros cratère au monde, avec environ 40% des espèces disparues. Et puis le plus gros, je vous l'ai dit, Chicxulub, avec 70%. Voilà, là on commence à friser l'extinction. Pas sûr que l'humanité survive à ce truc-là, sachant que il est estimé que il a, suite au cratère à l'astéroïde de Chicxulub, il y a eu 700 jours d'obscurité totale. Donc là, on commence à avoir beaucoup d'espèces qui commencent à disparaître. Voilà. Bon, alors pour l'extinction totale, l'événement planétaire qui transforme la biomasse vivante en énergie fossile du jour au lendemain. Eh ben, c'est pas très clair, parce que, comme je le dis souvent, la vie s'agrouille, et je vous encourage à écouter mon épisode dans le podcast Science 509 sur la pourriture biologique. Et comme je le dis souvent, si vous pensez que la vie est une petite chose rare et fragile, arrêtez de nettoyer vos toilettes cette année. Et donc, si on extrapole la courbe, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais qui a été faite dans le papier que je viens de vous sortir, là, avec sa kill list, j'estime qu'il faudrait un astéroïde à peu près 50 fois plus gros pour avoir une chance d'atteindre 100%. Voilà, donc autour de quelques centaines de milliers de tonnes. Voilà, on pourrait espérer, voilà. Mais c'est pas du tout certain non plus. Et j'ai trouvé un autre papier où il parle de 100 km d'astéroïdes, voilà, pour estimer une extinction totale de la ville, donc environ 1 million de tonnes. Voilà. Mais si on veut vraiment être sûr, il faudrait imaginer, par exemple, faire péter la planète. Et en mode, voilà. Et ça, bah, c'est, pour le coup, ça a l'air assez difficile. Donc, on l'a vu Theia tout à l'heure, qui faisait la taille de Mars, soit 10 fois moins massif que la Terre, mais donc quand même 25 000 gigatonnes, voilà. Et donc, si Mars tamponnait la Terre, et on a bien vu que ça n'arrivait même pas à empêcher du coup la Terre de se reformer et puis l'eau de revenir et puis la vie d'apparaître après. Donc voilà, tout ça pour dire que les scénarios en mode étoile de la mort, même s'ils seraient sans doute assez efficaces pour faire disparaître toute la vie, sont assez improbables. C'est assez difficile de faire disparaître une planète comme ça. Voilà. Et donc, si tu disais que c'était 1 million de tonnes ou 100 millions de tonnes? Pourquoi qu'il faudrait pour vraiment s'assurer que tout disparaisse. Parce que je crois que si c'est 100 millions de tonnes, c'est à peu près la quantité de poulets. Donc il nous faudrait un astéroïde de poulets. J'ai trouvé 100 km, mais en fait il y a pas grand monde qui sait. Donc il y a des qui sachent, on sait à peu près combien pesaient les dinosaures. On sait que les dinosaures c'était 70% des espèces humaines, mais c'est pas clair effectivement. Combien faudrait pour enlever tout, c'est pas très clair parce qu'en fait c'est sans doute entre 100 km, entre 1 million de tonnes et 25 000 gigatonnes, qui est celui qui était la taille de Theia, quoi, qui l'a vraiment mais il y a quand même une énorme marge entre les deux, quoi. Et comme on le sait, la vie c'est très résistant, donc j'ai pas vraiment trouvé de truc entre les deux. Alright. En tout cas, merci à vous deux pour cette, on va dire double, même quadruple chronique, hein, presque. Parce qu'il y a quand même 4 choses. Oh, on s'est fait des allers-retours. Ouais, c'est quand même presque différents thèmes à chaque fois. Ouais. Est-ce qu'on passe au niveau de la situation? Est-ce que quelqu'un veut la lire ou je la lis pour vous? Oh, je vais bien la lire. Allez. J'ai trouvé à l'arrache comme d'habitude. Hein. La force sans l'intelligence s'effondre sous sa propre masse, qui était de Horace. Voilà. En tout cas, moi, je vais clore tout de suite, directement. Ça vous dit? On clore tout de suite là? Ok, ouais. Rapidement possible. Cet épisode pour éviter un fichier trop lourd ou trop massif. Merci de toujours nous écouter, en tout cas, poditrices et poditeurs. On devrait peut-être un jour calculer la biomasse des poditrices et poditeurs qui nous écoutent, savoir un peu combien ça fait. La réponse peut-être au prochain épisode, mais en attendant, que servir la science soit votre joie.